Il y avait une voiture qui fonçait sur moi à 40 à l'heure. Moi, je sortais d'une porte cochère. Il fallait que je me retourne au dernier moment et que je me fasse taper par la voiture. Et on faisait ce qu'on appelle une complète, c'est-à-dire je sautais sur le capot de la voiture, j'arrivais sur le toit, la voiture accélérait et je tombais derrière la voiture. Donc tu montes assez haut, c'est violent, mais c'est surtout que quand tu fais ça, il y a un moment où tu peux plus faire machine arrière. Pendant qu'on tourne ça, ils me parlent du prochain Bond. Donc j'avais fait Spectre déjà avec eux. Je fais Rhythm Section, ils me parlent de No Time to Die. Et c'est là qu'ils m'annoncent qu'ils aimeraient que je sois en charge de toutes les cascades, que je sois superviseur des cascades. Je m'y attendais pas du tout. Et ça, c'est le mardi. Donc évidemment, je leur dis oui. Et le jeudi, j'ai l'assistant de Denis Villeneuve qui m'appelle pour me proposer Dune. Certains regardent les films, d'autres les prennent de plein fouet. Sur plateau, tout est réglé. Mais le corps, lui, ne triche pas. Une chute reste une chute. Un choc reste un choc. Mon invité est derrière ces moments-là. Taken, 007, Fast and Furious. Ces scènes où tout paraît fluide alors que tout est millimétré. Transformer le risque en précision, le danger en maîtrise. C'est son métier. Olivier Schneider, merci d'être là. Bonjour et merci. Merci de m'inviter. Olivier, avant les plateaux, avant Bond, on en parlait tout à l'heure, avant les grosses machines, il y a un point de départ. Tu viens de la restauration. CAP, service, rythme dur, concret. Un monde où on tient debout longtemps. Alors c'est ça qui est un petit peu drôle, mais on tombe pas pour de faux. À quel moment tu bascules ? J'ai basculé très tôt en fait, mais pour expliquer un petit peu brièvement, on va dire, j'étais passionné de cinéma à l'âge de 11 ans et je voulais faire ça depuis l'âge de 11 ans. Je voulais être comédien au départ, je pensais pas forcément être cascadeur. Et quand il a fallu que je choisisse un métier et que moi j'ai dit je veux faire du cinéma, mes parents m'ont dit oui, t'as raison. En attendant, c'est pas le sujet du jour. Et j'ai choisi un métier qui allait me donner du temps pour faire ce que j'aime. Donc je me suis dit la restauration, je vais travailler rapidement, je vais pouvoir travailler la nuit en décalé, je vais pouvoir prendre des cours de théâtre la journée. Et donc j'ai choisi la restauration totalement par hasard en fait. Mais effectivement, ça m'a dégagé du temps pour aller prendre mes cours de théâtre, d'acting, mes cours d'arts martiaux, tout ça. C'est ce qui t'a permis effectivement d'avoir cette double vie. C'est ça. Donc je dormais pas beaucoup. Oui. Mais parce que je travaillais, j'ai fait la restauration, mais très vite je suis passé dans le bar. Et je travaillais dans des bars de nuit. Je travaillais en boîte de nuit. Ça m'arrivait de faire la porte. Ça m'arrivait de travailler dans des hôtels, faire la réception. Donc des fois, je rentrais chez moi à 7h du matin, je prenais une douche et je repartais pour aller prendre mon cours à 8h30, 9h. Et ça a été comme ça un petit moment, quoi. Tu savais vraiment ce que tu voulais faire. Autant de sacrifices, clairement, on ne le fait pas si ce n'est pas pour aller sur un métier passion. Pour moi, à l'époque, ce n'était pas des sacrifices. C'est ça qui est étrange. Si je devais le refaire, je le referais. Et c'était une époque qui était génialissime. Je vivais mon rêve, en fait. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais pas le moindre doute sur le fait que j'allais y arriver. Enfin, quand je dis y arriver, je m'imaginais pas faire James Bond et tout ça, hein, mais je savais, au fond de moi, que j'allais faire partie de la famille du cinéma et que j'allais gagner ma vie un jour dans le cinéma. Et donc, l'énergie, je l'avais, mais en fait, je dis souvent, il n'y a pas de talent, il y a de l'envie. Et j'avais tellement envie que voilà, c'était mon meilleur moteur, en fait. C'est ça, l'envie fait tout. L'envie fait tout, ouais. Et d'où ça vient, je sais pas. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as mis le pied sur une scène de tournage. Alors oui, c'était grâce à Bernadette Lafont. C'est un peu elle qui m'a pris sous son aile et qui m'a donné ma chance. Elle avait à l'époque une association qui s'appelait l'ACAS, qui faisait des stages, qui réunissait des jeunes qui voulaient faire les métiers du cinéma, de tout corps de métier, hein, et qui les emmenait pour aller faire un court-métrage dans les Cévennes. Et donc j'ai découvert, on va dire, une équipe de tournage, tout ça, dans un court-métrage qui était vraiment de qualité professionnelle, produit par cette association, et grâce à Bernadette Lafont, où j'ai tourné une semaine dans les Cévennes. Ça s'appelait « Pourquoi Saint-André de Valborgne ?» Et je me suis retrouvé avec des jeunes comédiens, des jeunes techniciens, et on était encadrés avec des techniciens confirmés. Et Bernadette, qui nous coachait en
en acting. Et donc, c'est la première fois que j'ai vu à quoi vraiment ressemblait un plateau de cinéma, on va dire. Et puis après, j'ai eu l'occasion de comprendre comment fonctionnait vraiment un plateau, parce que j'ai fait beaucoup de figuration pour avoir des cachets, et puis comprendre le fonctionnement d'un plateau, de qui fait quoi. Donc, j'ai fait à peu près 2 ans de figuration, 2-3 ans sur des séries, des téléfilms, des fois des films. Voilà, donc c'était assez intense. Et qu'est-ce qui te frappe sur ce premier tournage, le silence avant moteur, l'adrénaline? C'est un tout, en fait. En fait, je me sens chez moi quand j'arrive là. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que je me sens bien. Pas de stress? Un petit peu stressé Oui. par rapport à ce que je veux faire, mais l'entourage, l'équipe, ce qu'on se raconte, le mood ambiant, j'ai l'impression que c'est ce que je cherchais toute ma vie, en fait. Tu te sens à ta place. Et je me sens à ma place. Et ça, c'est génial. Et puis, je me rappelle le moment qui m'a marqué, qui me marque encore aujourd'hui, c'est ce moment, effectivement, où on dit silence, et tout le monde est concentré dans sa partie, que ce soit les techniciens, les comédiens, tout ça, à ce moment, on va dire, action, et l'action se passe, tout le monde regarde que tout se passe bien, tout est figé, tout le monde est hyper concentré, fait ce qu'il a à faire dans son domaine, et subitement, c'est coupé, et tout reprend vie. Et ça, c'est encore aujourd'hui, j'adore ces moments-là, quoi. C'est une vraie fourmilière pour avoir assisté une fois à un tournage. C'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti moi aussi, c'est que chacun a sa place, chacun sait ce qu'il doit faire. Et à partir du moment où il y a où on dit silence, ça tourne, le clap, et là, ça déroule. Ouais, c'est magique, hein. C'est magique. Franchement, c'est magique. Et c'est vraiment, c'est tellement... moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ça... Et alors quand tu es, pour le coup, encore une fois, moi j'étais en spectatrice, mais quand tu es acteur de ces actions-là, je pense que ça doit être un moment fort. C'est très fort, et qu'importe le projet, hein, qu'il soit gros ou petit, oui. C'est pas... Alors après, évidemment, quand on est sur des films vraiment, vraiment très, très gros, qu'on a des équipes de tournage, on a 250 techniciens, 6 caméras, des décors incroyables, c'est encore autre chose. Mais c'est ce petit moment de magie... moteur, action, coupé, et puis ce qui se passe dans le regard de tout le monde à ce moment-là, et la concentration de tout le monde, encore une fois, je trouve ça vraiment super, je m'en lasse pas en fait. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé donc par beaucoup de figurations, mais c'est en 2001 que tu commences donc en tant que cascadeur, c'est ça, sur le Pacte des Loups? Alors, t'as fait tes devoirs, mais c'était pas... En fait, j'ai commencé mon tout premier film. C'était en 1995, je crois, ou 94. C'était un film qui s'appelait Bingo, avec Smaïn. Ça remonte. Je faisais une apparition. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais une phrase de texte à lui dire. C'était une toute petite bagarre où je l'empêchais de sortir d'un... Tu te souviens de la phrase? Ouais, je lui dis « Non mais où tu vas, toi ?» Je lui disais ça. Et j'étais mort de trouille. Et on a dû... je pense que le réalisateur m'a fait refaire la phrase au moins une 15aine de fois. Smaïn était très sympa d'ailleurs, parce qu'en plus derrière ça, on enchaînait une petite bagarre. Et moi, c'était vraiment une première, et j'étais mort de trouille. Donc il y a eu ça. Il y a eu Merci mon chien, après, qui était un film avec Admen Khelif, où là, j'avais un petit rôle de flic qui courait après lui d'ailleurs, je crois, dans les couloirs d'un métro, qui l'arrêtait. Et ensuite, j'ai fait Ma cité va craquer en 96 de Jean-François Richer, où là, j'avais, avec un ami à moi, Manu Lanzi et Niki Nodé, qui était en charge des chorégraphies de ce film, on avait entraîné les comédiens et on était en charge un petit peu des combats sur le film. Et effectivement, le film qui me permet d'arrêter la restauration, de quitter ce job et qui va me faire obtenir mon statut d'intermittent, c'est Le Pacte des Loups de Christophe Gans en 2001. Et en même temps, je chope une doublure, je deviens doublure principale pour Largo Winch, la série Largo Winch, où je doublais Paolo Seganti. Voilà. Qu'est-ce que tu apprends sur la discipline à ce moment-là, quand effectivement tu passes du côté professionnel où tu as pu quitter donc, ton emploi dans la restauration? Alors je connaissais un petit peu, j'avais fait quelques petites choses, mais quand on arrive sur un film comme Le Pacte des Loups, en fait pour moi c'est une énorme marche, parce que là je me retrouve sur un très très gros film, c'était un des plus gros films français à l'époque, et pareil sur Largo Winch, parce que je me trouve doublure principale, donc de Paolo Seganti, donc Largo Winch, et sur Le Pacte des Loups j'étais doublure de Vincent Cassel. Rien que ça. Rien que ça. Pour démarrer, c'est pas mal. Oui, c'est ça, tu mets la barre haut, là. Voilà, et donc, ouais, je suis un peu stressé.
En même temps, on est très bien encadré. Hein. Il y a un régleur de cascade, le pacte des loups, sur l'Argo Winch, qui est Philippe Guégan, qui est un grand monsieur, qui a tourné beaucoup avec Besson, qui a fait aujourd'hui plus de 300 films, qui deviendra mon mentor après, mon maître, on va dire. Et donc, je fais comme tout le monde. Je débute et j'essaie de faire au mieux. Je regarde beaucoup comment ça se passe. Je pose beaucoup de questions aux anciens qui sont là. Et voilà, mais j'essaie de donner le meilleur, en fait. Et ça s'est bien passé. Mais j'avoue que, ouais, il y avait un petit pincement au cœur à chaque fois quand on arrivait sur le set, un petit coup de stress, parce que souvent, ça j'en parlerai peut-être plus tard, mais les cascadeurs, on n'a pas forcément peur pour la blessure ou quelque chose, on a peur de mal faire et de faire perdre du temps. Et quand on est jeune cascadeur, qu'on se retrouve sur un film comme Le Pacte des loups, moi je me rappelle, j'avais un gros combat à l'épée face à Samuel Le Bihan. La trouille que j'avais, c'était ou de me tromper dans la chorégraphie, de mettre un coup d'épée à Samuel en face, ou de pas mémoriser, et que une minute au cinéma, ça coûte très cher, et de faire refaire les prises comme ça. Et là, ça crée une tension, et ça crée un malaise, et on n'a pas envie de ça, évidemment. Donc c'est là où il faut apprendre à gérer son stress aussi, quoi. Tu t'entraînes pendant combien d'heures pour les cascades, par exemple, du Pacte des loups? Pour les cascades du Pacte, en fait, j'ai appris un peu sur le tard, parce que quand on est doublure, Vincent avait eu beaucoup d'entraînement en amont. Moi, quand je suis arrivé, c'était déjà sur le tournage, on était à Barbizon, et j'ai dû avoir à peine une semaine quand le chorégraphe avait du temps pour me montrer la chorégraphie. C'est vraiment pas beaucoup de temps, en fait. Ouais, non, mais parce qu'ils et c'est normal, ils estiment que c'est ton travail, oui, et que tu as juste à apprendre la chorégraphie, mais ils sont pas là pour t'apprendre les mouvements. Surtout que c'était Philippe Coke, le chorégraphe, un grand chorégraphe de Hong Kong, qui avait travaillé sur À toute épreuve pour un gros classique de John Woo, Hard Boiled, le titre anglais. Et donc, il a travaillé avec les plus grands. Et lui, quand il arrive là, c'est cascadeur, il te montre une fois le mouvement, il va pas te le montrer 10 fois, quoi. Donc, oui, c'est ça. Donc c'est à toi, voilà. Et c'est à toi d'apprendre vite et d'être OP. Donc non, j'ai pas eu tant de préparation que ça, en fait, sur le Pacte. Et ta famille, ils en pensent quoi au moment où tu dis que tu veux être cascadeur, que tu veux travailler dans le cinéma? Ils disent, est-ce que c'est encore un truc de cinéma, c'est une lubie? Ou ils se disent, non, là, ça va être vraiment concret, il va le faire? Non, enfin, à un moment, ils se sont dit que c'était une lubie. Mais sauf que ça a commencé parents, oui. Voilà. Malheureusement, enfin, bien sûr. Chaque parent, enfin, c'est le lot un peu de tous, justement, de se dire, non, tu vas continuer, tu vas aller faire des études, tu continues tes études, tu fais un travail rangé dans une case. Et là, dès que ça sort un peu des cases, peut-être que tu vas t'assurer un diplôme, c'est ce qu'on dit, surtout à mon époque. Et sauf qu'ils ont pensé que c'était une lubie, mais après, ils ont vite vu que j'en démordais pas. Et je passais tellement de temps à regarder des films. En fait, ma vie, c'était les films et l'entraînement. Je faisais que ça. Ma chambre a été couverte de posters, on voyait plus un centimètre carré de peinture, il y avait que des posters de films partout. À l'époque, j'avais à peu près plus de 1000 cassettes vidéo. Donc la vraie question, c'est en fin de troisième, en fait, où ils m'ont dit, il faut un diplôme. Donc, moi, j'ai vu qu'ils allaient pas lâcher. Et puis moi, de près ou de loin, dans ma famille, même en ami, on ne connaissait personne dans le cinéma. Mais personne. Je venais du 91. Je voyais pas comment faire. Et puis moi, à l'école de cinéma, mes parents pouvaient pas me l'offrir. C'était à Paris aussi. Donc j'ai fait ça. Et puis quand ils ont vu que j'ai commencé à faire de la figuration, que je me suis inscrit à des cours de théâtre, que machin, ils se sont dit, là, ils commencent à faire des choses. J'ai fait pas mal de spectacles aussi, pas payés. J'ai fait Planète Manga à Porte de Champéret. On faisait des spectacles de rue dans des boîtes de nuit. Donc ils voyaient bien que je lâchais pas. Et malheureusement... au moment où ça s'est déclenché, ils sont partis, parce que j'ai perdu mes parents, moi, en 2001, à 9 mois d'écart. Donc, c'est-à-dire au plein moment où ma carrière démarre, c'est là où Ils ont vu le Pacte des loups? Non, ils l'ont pas vu, ils n'ont pas pu le voir, malheureusement. Ni l'Argo Winch, en fait, ils n'ont pas vraiment pu voir mon travail, mais bon, ils l'ont vu de là-haut, enfin, on va dire. Oui, c'est certain. Et alors, est-ce que t'as dû cacher potentiellement des blessures? Parce que moi, je me mets à la place, en tout cas, moi, je pense à ma mère. Si j'étais dans cette situation-là, ma mère, elle me dirait, est-ce que surtout, ne te fais pas mal? Est-ce qu'ils ont eu des craintes aussi de la blessure en tant que cascadeur?
Pour eux, ils se rendaient pas vraiment compte de ce que c'était. Donc puis moi, je leur disais pas si je faisais. Oui. Et moi, à cette époque-là, en plus, enfin, le peu qu'ils ont connu, je faisais surtout des bagarres. Je commençais. Donc, je faisais, comme je disais, des spectacles à droite, à gauche, des petites figures. J'avais un micro-rôle où j'avais une petite bagarre avec quelqu'un, donc c'était pas très dangereux. On va dire la période où j'ai commencé à faire des vraies cascades, ils étaient plus là pour les voir, malheureusement. Par exemple, sur l'Argo Winch, c'est là où j'ai vraiment appris le métier de cascadeur grâce à Philippe Guégan, comme je le disais tout à l'heure, très grand régleur de cascade, qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris ce qu'était vraiment la cascade physique. Et c'est là où j'ai commencé à faire des vraies cascades. Après un certain nombre d'années de carrière, tu te places dans le peloton de tête des cascadeurs français les plus demandés. Mais le premier moteur, c'était quoi pour toi ? Prouver quelque chose ou te prouver quelque chose ? Premier moteur, franchement, j'en parlais tout à l'heure, c'était l'envie. Ouais. Et puis oui, l'envie de se dépasser à des moments, l'envie d'aller plus loin, l'envie de dire quelque chose à travers ça. Voilà, c'était mon langage à moi, peut-être. Mais c'est quelque chose qui est très très étrange parce que je sais pas d'où ça vient, encore une fois, mais m'exprimer à travers l'action et mettre en scène, ce qui va après être mon métier, la mise en scène tout court, c'est quelque chose qui était vital et qui était comme ça. Je sais pas, ça me plaisait, j'en avais besoin. Quand je rentrais dans une salle de cinéma, je me rappelle, c'était vraiment ma bulle. Je me sentais vraiment chez moi, je me sentais bien. Et voilà, donc oui, je sais pas en fait, je peux pas te dire. C'est l'envie, je sais pas d'où ça vient. Et quand on dit cascadeur, pour le grand public, voilà, ils imaginent effectivement un tempérament. Mais peut-être que tu nous expliques un petit peu en quoi ça consiste ce métier, parce que voilà, y en a plein qui se disent oh là là, c'est se jeter effectivement d'une voiture qui roule à 90 km/h ou c'est sauter d'un toit. Mais enfin, moi je trouve que c'est un peu, ça limite un peu. Et il y a pas mal de choses. Et puis surtout, je pense que il y a quand même peut-être des bases à avoir qui sont non négociables dans ce métier. La cascade, il faut savoir que tu as 3 grandes familles, on va dire. Tu as la cascade physique, ce que je faisais moi, donc tout ce qui se fait avec le corps, la cascade mécanique, donc tout ce qui est auto, moto, et la cascade équestre. Donc en fonction déjà de la famille de cascade dans laquelle tu vas, c'est pas les mêmes, on ne demande pas les mêmes atouts. En cascade physique, moi je venais des arts martiaux, donc il faut une bonne base d'arts martiaux et idéalement de gym. Ça peut être aussi d'escrime, ça peut être d'acrobatie, ça peut être, enfin voilà, ça faut avoir une très bonne condition physique. Et le métier de cascadeur, après, donc évidemment, c'est physique, mais on travaille beaucoup avec sa tête aussi, faut pas l'oublier, parce qu'on a beaucoup de responsabilités. On est sur un plateau, et quand on va se battre, par exemple, face à un comédien, on va être là pour sécuriser le comédien. Oui, c'est ça, parce que tu en parlais tout à l'heure, justement, la peur aussi de ne pas blesser l'autre, potentiellement. Et oui, ça peut arriver, parce que le comédien, il est moins habitué, même si des fois il s'est préparé, mais il n'a pas les mêmes compétences, de fait. Et des fois, il peut faire des erreurs, et c'est à nous aussi d'avoir l'œil pour que ces erreurs ne conduisent pas à un accident. Donc, et puis, on est là pour le faire briller, comme je disais, c'est-à-dire savoir les réactions, les faire correctement se placer par rapport à une caméra, avoir un sens un petit peu du cadre. Et quand on est la doublure d'un comédien, ça, c'est encore une autre responsabilité, parce qu'on est là pour tester les choses avant lui communiquer, lui donner toutes les infos dont il a besoin de savoir quand il va faire sa séquence pour être sûr qu'il aura tout ce qu'il faut, qu'il saura tout ce qu'il doit savoir. Donc c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de psychologie aussi, c'est être à sa place, c'est pas en faire trop, c'est être discret. Et puis c'est respecter une hiérarchie, et c'est connaître le fonctionnement d'un plateau. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc la finalité du mouvement ou du saut et tout ça, c'est la finalité. Mais en amont, il y a aller voir le set, le préparer, être sûr qu'on a pensé à tous les détails, bien parler avec le réalisateur pour voir ce qu'il a en tête et comment il veut les choses, le temps qu'on a pour faire les choses, comment on va sécuriser les choses. Enfin voilà, il y a tout un protocole, et en fonction de ta fonction, c'est pas la même chose. T'as pas le même travail si t'es cascadeur que si t'es coordinateur cascade, que si t'es chorégraphe, que si t'es doublure. Il y a
Voilà, tu as des fonctions, t'as des fonctions où tu as plus de responsabilités, tu es moins là physiquement, et tu as des fonctions où tu es plus là physiquement, et ta responsabilité différencie un petit peu, quoi. Est-ce que tu te rappelles d'une cascade, celle qui t'a peut-être le plus marqué ou le plus stressé à réaliser? Ouais. En fait, les cascades les plus, je pense, stressantes et dont tu te souviens, c'est les premières fois. Toute première, du coup? Non, mais les premières fois où t'as jamais testé. Ouais. Première fois où j'ai fait une percu voiture, par exemple, c'est impressionnant. Ça, c'est. Je me doute. Ouais, non, à faire. C'est pas. C'est quelque chose qui, moi, je dis toujours, j'ai eu l'impression de vivre un accident en direct, en fait. À l'époque, on les faisait à vitesse assez élevée, hein, parce que moi, je l'avais fait à 40 km/h. 40 km/h. Ouais. Et je me rappelle, on tournait place Monge, et il y avait une voiture qui fonçait sur moi à 40 à l'heure. Moi, je sortais d'une porte cochère, fallait que je me retourne au dernier moment et que je me fasse taper par la voiture. Et on faisait ce qu'on appelle une complète, c'est-à-dire je sautais sur le capot de la voiture, j'arrivais sur le toit, la voiture accélérait et je tombais derrière la voiture. Donc tu montes assez haut, c'est violent, mais c'est surtout que quand tu fais ça, il y a un moment où tu peux plus faire machine arrière. Sinon, tu te fais broyer les jambes, par exemple. C'est-à-dire que quand tu y vas, tu y vas. Ah oui, c'est ça. Tu peux pas y aller à moitié. C'est ça. C'est à partir du moment où tu es lancé dans la cascade, ça y est, on y à partir du moment où tu es face à la voiture, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu as une zone de sécurité. Si tu es encore là, c'est trop tard. Donc, il faut le faire. Et il faut être sûr et le timing, il est très précis. Il faut bien arriver à ajuster la vitesse de la voiture qui arrive en face de toi, et à toi à te lancer, à donner ton impulsion au bon moment, à mettre tes mains là où il faut, à pousser sur les jambes comme il faut. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. C'est beaucoup d'informations, et l'erreur, elle est fatale si tu te trompes. Oui, là, pour le coup, effectivement. Et oui, c'est pour ça, d'ailleurs, il y a eu pas mal d'accidents. Aujourd'hui, ce genre de cascade se fait à vitesse moindre, aux alentours de 25 km/h. Et parfois, d'ailleurs, si l'environnement autour est un peu risqué, on est câblé, on est attaché pour être sûr de pouvoir stopper la personne avant qu'elle retombe sur le sol. Parce que quand tu fais ce genre de cascade et que tu n'es pas attaché, tu ne sais jamais trop comment tu vas retomber. Tu peux retomber sur les jambes comme tu peux retomber sur la tête, sur une épaule. Donc, il y a souvent des chevilles cassées, des trucs. Il y a une petite blessure à la tête. Oui, ce que j'allais te demander, est-ce que là, le corps, pour le coup... malheureusement, c'est le corps qui prend les impacts. Alors oui, vous êtes entraîné, mais je suppose que vous devez avoir des bons kinés, des bons ostéopathes, des bonnes préparations, parce que... Moi, je changeais de kiné régulièrement, parce qu'ils me disaient tous que j'étais fou de faire ce que je fais. Après, on est protégé, on a des protections quand même. On n'est pas des surhommes. Hein. Oui, bien sûr. Alors, on a de la technicité. Ça se fait pas n'importe comment, bien évidemment. Mais après, une chute sur le bitume, on est fait de chair et de sang, et ça fait aussi mal, même si on sait comment tomber. Donc on a des petits trucs à nous pour se protéger, des coudières, des genouillères, quand on peut les mettre. Des fois, il y a des costumes qui vous permettent pas, effectivement. Moi, en l'occurrence, ce jour-là, il m'avait mis un costume hyper serré, hyper petit, et j'ai pas pu mettre toutes les protections que je voulais mettre, parce que ça rentrait pas. Typiquement, cette cascade, tu l'as faite qu'une fois? Vous l'avez faite plusieurs fois? Oui, parce que voilà, quand tu fais une fois, bon, déjà l'impact est important, mais si vous deviez la refaire plusieurs fois... Ça arrive, hein. Ils auraient pu me la demander 2-3 fois. Hein. Ça peut arriver. Mais bon, le réalisateur était content, il avait ce qu'il voulait, donc on ne l'a faite qu'une fois, mais ça arrive, des fois, tu l'as fait 2 fois, 3 fois. Enfin, si tout va bien. Je voulais savoir aussi le film qui t'a entre guillemets aussi ouvert les portes de la coordination de cascade. Parce que, oui, alors effectivement, il y a la cascade, mais tu as plusieurs vies, on va en parler, plusieurs vies. Tu as évolué donc dans différentes missions dans le cinéma. Et il y a la coordination de cascade qui en fait partie. Ouais. Et à quel moment tu commences, effectivement? Tu passes de ce côté-là. Sur le film Taken. Grâce à Philippe Guégan, encore. C'est-à-dire que je commence la prépa de ce film avec lui. Donc, film réalisé par Pierre Morel. On est en 2005. Et Philippe commence la prépa avec moi. Et en même temps, il fait un autre film. Il fait Hitman. C'était courant de faire plusieurs films en même temps. Sauf que les plans de travail, alors le plan de travail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes les dates de tournage qui sont sur un beau tableau Excel qui dit tel jour on aura besoin de cascadeurs, tel jour on va répéter ça, tel jour on tourne ça. On voit tous les jours de tournage où ça se passe. Et ces 2 plans de travail, entre Hitman et Taken, y a plein de dates qui se confondent, ça tombe en même temps. Et Philippe me dit, écoute, ça va être compliqué pour moi de faire les 2.
Et puis il me dit, voilà, t'es mon assistant depuis quelques années, tu vas t'en occuper, tu vas t'occuper de Tekken. Et donc je me suis occupé des chorégraphies de Tekken en tant que chorégraphe des combats. J'ai entraîné Liam Neeson. J'étais pas tout seul, j'avais une équipe avec moi, mais j'avais la responsabilité de ça en tous les cas. Et on a répété, je crois, un bon mois avant le tournage. Et puis j'avais la responsabilité sur le tournage d'être là et de veiller à ce que tout se passe bien, checker tous les décors, les costumes, les cascadeurs, les armes, pour voir si on a... Des fois, quand on a des armes dans les films et qu'il y a des combats avec des armes, on a des fausses armes, on a des armes en latex, avec différentes densités. Si on traverse des vitres, il faut prévoir ces vitres-là, en quoi on va les faire, le sol à protéger, une porte à protéger. Enfin, il y a un tas de trucs à faire et tout ça, c'est dans la préparation pour que le jour J, tout se passe bien et que tout soit safe. Et c'est ce film, en fait, qui a changé un peu le cours de mon existence parce que quand le film est sorti, ça a fait un gros carton aux États-Unis. Ça a bien marché en France, mais surtout aux États-Unis, vraiment, ça a très très bien marché. Et Liam, avec qui j'avais lié une grosse amitié, encore aujourd'hui d'ailleurs, je le salue. Je pense pas qu'il écoutera, mais bon. J'ai un petit clin d'œil à M. Liam Neeson, qui est un grand monsieur que j'adore. Il m'a fait venir pour son prochain film, il m'a mis dans ses contrats et il m'a demandé d'être coordinateur de cascade pour son film américain qui était Unknown, sans identité. Et ça m'a ouvert les portes du marché américain, on va dire. Voilà. Oui, parce qu'après, donc, tu as fait aussi les films de Bond, c'est ça? Il y a eu d'autres films avant, mais oui. Il y a eu celui-là aussi. Sur celui-ci, donc j'ai vu aussi qu'il y avait des séquences pour le coup emblématiques que tu as coordonnées, le train, l'hélicoptère. Ouais. J'étais chorégraphe en fait sur Spectre. Donc chorégraphe, j'étais vraiment en charge que des bagarres, de tout ce qui est bagarre pied-point ou gunfight comme on dit. Et donc il y avait la séquence d'ouverture qu'on a fait dans l'hélicoptère, la grosse bagarre du train, plus d'autres bagarres qu'il y avait à droite à gauche dans le film. Donc l'entraînement de Daniel Craig, des acteurs, les faire répéter et bien les préparer pour que, pareil, ils ne se blessent pas. Faire ce qu'on appelle des prévises, c'est-à-dire tourner en amont les combats avec des cascadeurs, des doublures, pour montrer au réalisateur à quoi ça va ressembler, et puis à l'acteur. Et comme ça, après, on peut définir précisément ce que va faire l'acteur, ce que va faire les doublures, et on parle de tout ça ensemble. Donc c'était un gros travail. Et sur un film comme Bond, comme on tournait dans plusieurs pays, c'était assez intense, ouais. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de chiffres et du fait que, voilà, le fait de refaire, il y avait des coûts sur les journées de tournage. J'ai pu lire qu'il y avait des journées qui étaient à 450 000 euros. Comment on protège la sécurité quand le temps coûte aussi cher, j'ai envie de dire? Alors, des journées à 450 000 euros, généralement, c'est sur des gros films américains. Mais la sécurité, sur les films américains, sur ce genre de film, c'est pas que c'est pas le cas en France, mais comme l'échelle est beaucoup plus grande sur ces films-là, et donc l'échelle de risque aussi, parce qu'on fait des cascades encore plus grosses, avec plus de coûts, la sécurité prime quoi qu'il arrive. Et quand on est coordinateur cascade, on a cette responsabilité-là. Et personne viendra vous forcer la main. C'est-à-dire que sur un film américain, si le régleur de cascade dit « ça on ne fait pas, c'est dangereux », personne viendra le discuter. Même pas les producteurs, même pas le réalisateur, personne. On ne discutera pas, on dira « on ne le fait pas ». Ou alors, on faisait telle chute ou quoi, c'est 2-3 fois, puis on dit « non, 3 fois ça suffit, 4e ça peut être dangereux », et ben ça sera 3 fois. Ou l'acteur ne fera pas ça, l'acteur ne fera pas ça. C'est vraiment... C'est une voix qui compte. Ah, qui compte avec un gros poids. Et en plus, on fait ce qu'on appelle des risk assessment en amont pour ces tournages-là, c'est-à-dire qu'on va expliquer, et c'est le coordinateur de cascade qui est en charge de ça, qui va détailler comment la cascade va se passer, avec tous les tenants et les aboutissants, la préparation, la sécurisation, tout ça. Et si il se passe un accident et qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qui avait été écrit dans le risk assessment, le coordinateur est responsable, la production est responsable, et donc ça peut, sur des films, ça peut coûter très très cher, et voire de l'emprisonnement. Donc on rigole pas avec ça du tout. Donc si tu dis non... Si on dit non, c'est non. Voilà. Ah, c'est pas mal. Oui, non, mais après, effectivement. C'est pas forcément simple, mais en général, bon, ça se passe. Oui, c'est ça, parce bien. que c'est pas simple quand même quand tu as un producteur, que tu as une grosse machine derrière qui donc joue des millions et des millions de dollars, et que toi tu arrives et que tu dis non. Il faut arriver à rester droit dans ses bottes et dire c'est non pour telle raison. Ouais, mais c'est des personnes intelligentes. Là, en l'occurrence, pour les James Bond, c'était Barbara Broccoli et Michael Wilson qui sont des producteurs incroyables. Je pense que c'est les meilleurs producteurs avec qui j'ai travaillé de ma vie,
une grosse conscience professionnelle, qui étaient dans le métier depuis des années, et qui avaient tellement confiance en leur équipe qu'il y avait pas... Enfin voilà, moi, si j'étais là, à ce poste-là, qui m'avait donné leur confiance, ils m'avaient donné leur confiance. Et ils savaient très bien que si à un moment donné, je disais non, c'est que c'était pour le bien de l'acteur ou de la scène ou du film, et que c'était évidemment pas pour leur causer des problèmes. Donc, et puis on trouve toujours des solutions. C'est non à ça, mais on peut faire ça, ou on va le faire de telle façon, ou on reviendra demain, et puis je vais réfléchir à une autre idée, on trouve des solutions, c'est pas un non bête et méchant. Des fois, il faut être bête et méchant avec des gens qui ne comprennent pas et qui veulent faire prendre des risques. Moi, ça m'est arrivé sur un film français. J'ai eu 2-3 expériences comme ça où, à un moment donné, j'ai décidé de... Je ne le dirai pas, mais ça m'est arrivé de quitter le plateau avec mes cascadeurs en disant non. Carrément, tu es parti avec ton équipe? Oui, c'était pour empêcher qu'il se passe quelque chose de dangereux. Moi, j'ai la responsabilité de mes gars, donc vous les faire. Parce que là, la cascade était dangereuse pour... C'était dangereuse pour les comédiens et il aurait pu se passer un drame. Et j'ai dit, comme le premier assistant, c'est celui qui est avec le réalisateur, ne m'écoutait pas. Il disait, ouais, on peut en tenter une. J'ai fait, puisque c'est comme ça, tout le monde sort. Les cascadeurs sont sous ma responsabilité. On quitte le plateau. Et j'ai fait marquer dans le rapport de script que j'étais pas d'accord. Et j'ai dit, maintenant, si vous voulez faire ça avec vos comédiens, vous le faites, mais c'est plus ma responsabilité. Je vous aurais prévenu. Donc ça s'est pas fait, heureusement. Mais des fois, il faut en arriver là. Et je pense que j'ai bien fait. Il n'y a pas que à des cascades que tu dis non parfois. Tu as aussi dit non à un film, je crois. Dune. Ouais, c'est pareil, c'est pas rien ça. Alors, encore une fois, par loyauté, c'est ça parce que tu tournais un autre film à ce moment-là? En fait, le timing était assez incroyable. Ça n'arrive pas toujours dans une vie. C'est que je suis en train de faire un film qui s'appelle The Rhythm Section avec Barbara Broccoli et Michael Wilson. Et pendant qu'on tourne ça, ils me parlent du prochain Bond. Donc j'avais fait Spectre déjà avec eux. Je fais Rhythm Section, ils me parlent de No Time to Die. Et c'est là qu'ils m'annoncent qu'ils aimeraient que je sois en charge de toutes les cascades, que je sois superviseur des cascades. Je m'y attendais pas du tout. Et ça, c'est le mardi. Donc évidemment, je leur dis oui. Et le jeudi, j'ai l'assistant de Denis Villeneuve qui m'appelle pour me proposer Dune. Et là, qu'est-ce qu'on fait? En plus, j'étais très emmerdé parce que Denis Villeneuve, c'est aussi un réalisateur que j'admire énormément. Mais par loyauté et parce que j'avais dit oui, et que je suis comme ça, si je dis oui, je reviens pas sur ma parole. Et de toute façon, je regrette pas une seconde, parce que c'était le dernier avec Daniel Craig que j'adore, et que James Bond, pour moi, ça reste un rêve d'enfant. Donc voilà, mais c'est dur de dire non. C'est un choix un peu cornélien, là, pour le coup. Pour la petite histoire, quand on m'a proposé Spectre, j'ai dit non à Mission Impossible aussi, qui était pareil en même temps. Donc et là, c'était pareil, c'était compliqué. Oui, c'est pareil. Enfin, c'est un choix de cœur, mais... Ouais, choix de cœur, mais bon, voilà, James Bond l'a emporté. Mais c'est dur de dire non à Tom Cruise aussi, quand même. Oui. C'est compliqué. Tu fais partie des rares à pouvoir dire, effectivement, j'ai le le choix entre un Daniel Craig... C'est ça. Et donc, et un Mission Impossible. Ça fait très prétentieux de dire ça, mais moi, je le dis plus dans le fait de dire, des fois, la vie, quand même, on sait jamais ce qui peut arriver, quoi. C'est la magie de ce métier, c'est-à-dire que il y a pas que des côtés positifs, mais un des côtés positifs, c'est qu'un coup de fil peut changer ta vie. Et des fois, tu t'y attendais pas du tout. Tu sais pas comment ça peut résonner, tu sais pas comment ton image véhicule, et tu sais pas où tu peux arriver. Et pour la petite histoire, quand on avait fait Fast and Furious 6 avec mon équipe, on était dans la voiture sur le chemin du retour, et pour rigoler, on dit, bon, qu'est-ce qu'on souhaite maintenant? Un James Bond? Allez, un James Bond. Mais on dit ça pour déconner. Et j'y crois, même à ce moment-là. Et il se trouve que 3 ans plus tard, on fait notre premier James Bond. Donc, comme disent les Américains, be careful what you wish for. Et puis, il y a un moment aussi où ça bascule, où la chorégraphie de l'action, elle suffit plus. Ouais. Là, tu veux passer à la réalisation. Ouais. Comment t'arrives à ce cheminement? En fait, moi, je m'ennuie très vite. Je m'ennuie un peu vite. Et en fait, la réalisation, elle était déjà là depuis longtemps. Sauf que je n'avais pas assez confiance en moi. Et le premier qui m'a dit, d'ailleurs, tu devrais passer à la réalisation, c'était Liam Neeson. Quand je faisais les prévises de Known et de Taken. Et tu sais, quand tu fais des prévises, donc tu filmes tes scènes d'action avec tes comédiens et tout ça. Moi, à l'époque, on n'était pas nombreux à faire ça à Paris. Et donc, tu filmes, en fait, tu fais de la réalisation d'action, tu racontes une histoire, une bagarre, mais c'est un découpage, c'est du cadrage, c'est tout ça. Et donc, je faisais tout ça. Donc, ça m'a fait la main quand même.
Et petit à petit, on m'a offert de la réalisation de deuxième équipe. C'est-à-dire que tu es en charge de tourner des séquences d'action. Tu as 2 équipes. Tu as l'équipe principale qui tourne la comédie avec ses acteurs et tu as la deuxième équipe ou l'action unit, comme on dit, qui va tourner toutes les séquences d'action avec les cascadeurs. Et on a commencé à me confier ça. Et donc là, je me suis senti chez moi. Donc je tournais des séquences d'action, j'arrêtais pas, et parfois des petites séquences de comédie. Et moi, secrètement dans ma tête, plus je tournais, plus j'avais envie de tourner, et puis j'avais envie de faire mon film, évidemment. J'avais commencé à écrire, j'avais commencé à développer des projets. Mais la marche, elle était assez haute quand même de passer de la cascade à ce qu'on te confie en film en tant que réalisateur en France. C'était pas gagné. Et c'est vraiment clairement mon passif de réalisateur deuxième équipe sur des films comme Fast and Furious 10 et James Bond et machin, qu'on fait que on m'a fait confiance parce que j'ai eu cette carte-là. Mais C'est sinon, ça, parce que pour avoir les budgets, encore une fois, c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis, tu sais, en France, on met un peu les gens dans des tiroirs. Je suis pas le premier à dire ça, mais malheureusement, c'est vrai. J'ai commencé le podcast par ça, mais oui, c'est voilà. vrai. Et du coup, moi, j'ai toujours eu ça, en fait, parce que je voulais être comédien. Et puis, quand j'étais comédien, que je passais des castings, on me disait non, mais t'es cascadeur. Oui, mais j'ai fait 7 ans de théâtre quand même. Ouais, mais t'es cascadeur, t'es pas comédien. Quand j'étais chorégraphe et que je commençais à proposer un cadre, on me disait ça va, t'es pas metteur en scène. Et puis donc t'es jamais à la bonne place. Et donc effectivement, quand j'ai voulu et que j'ai assumé en me disant je vais réaliser un film et je veux faire ça, je me suis heurté à des producteurs au départ qui te regardent en disant oui, mais dans leurs yeux, je voyais continuer de rêver, mais tu fais des cascades, t'es pas réalisateur. Réalisateur, c'est pas ça. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai tout appris tout seul sur le tas, ouais. Quoi. J'ai appris à monter tout seul, à cadrer tout seul, à écrire tout seul. Enfin, j'ai vraiment fait ça tout seul. Et donc, effectivement, j'avais pas forcément tout pour moi, mais ce qui a parlé pour moi, c'est mon CV, mon expérience et après, l'envie. Encore une fois, j'ai réussi à convaincre et j'ai des gens qui m'ont fait confiance aussi, grâce à eux. C'est ça, le plus important, je crois, c'est d'arriver effectivement à avoir les bonnes personnes avec soi aussi. Ça aide. C'est primordial. C'est primordial, mais je pense que ces belles personnes-là ou ces bonnes personnes-là, elles arrivent quand tu es prêt aussi. Il y a un moment où tout s'aligne vraiment. Et quand c'est ton moment, tu le sens en fait. Tu sens que c'est ta chance qui est en train de tourner et que c'est ton moment et qu'il faut savoir le saisir et que c'est maintenant. Moi, j'ai eu ma première réalisation. Clairement, elle est due, et je le remercie. C'est Alban Lenoir, qui est un ami. On se connaît depuis 25 ans. On a commencé ensemble. Moi, je l'ai connu sur un plateau. Il était figurant et moi, j'étais débutant cascadeur. On a sympathisé. On s'est plus quitté, il est venu s'entraîner avec nous parce qu'il s'intéressait à l'action, il est venu faire des entraînements. Et moi, quand je suis passé chorégraphe, je le mettais quand j'avais des petits rôles parlants un peu physiques, je le proposais et puis il s'en sortait très bien. Et donc, il a fait sa carrière d'acteur, Balle perdue, tout ça. Et puis on se dit, bon, quand est-ce qu'on fait un film ensemble ? Mais quand est-ce que tu fais ton film ? Je dis, j'aimerais bien le faire avec toi, mais il faut trouver une idée. Ah oui. Et à un moment, j'ai eu une idée, je lui ai proposé, il a dit, ça c'est cool. Il en a parlé à Rémi Lautier, producteur de chez Inoxy-Film. Et qui m'a reçu et j'ai écrit une page, je lui ai proposé avec Alban, il m'a dit ok bingo, je trouve ça super intéressant et grâce à Alban et grâce à Rémi Lautier qui est un producteur qui m'a fait confiance, j'ai pu faire mon premier film qui normalement devait être Les Orphelins. Oui. Et puis comme ça a été décalé, finalement ça a été GT Max, ouais. Et dans la foulée j'ai fait Les Orphelins, mais le premier film que je devais faire c'était Les Orphelins. Voilà. J'ai forcément envie de te poser la question, voilà, de ta carrière, quand tu regardes un film d'action, que tu n'as pas participé, est-ce que tu peux arriver à regarder les scènes d'action en simple spectateur, sans voir tous les petits défauts, tous les petits trucs ? Ça dépend. En fait, si je suis vraiment captivé par le film... tu fais fi de ça, ouais. Je fais fi de ça et je suis dans l'histoire. Et dans ces cas-là, je vais le regarder une deuxième fois pour détailler des séquences où je me suis dit, comment ils ont fait ça. Et si je commence à m'ennuyer, non, je vais commencer à regarder tous les petits détails qui vont pas, en fait. Enfin, qui me semblent ne pas aller. Et dans ce métier aussi, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'addiction à l'adrénaline ? Parce que c'est quand même prenant, tu en parlais tout à l'heure, c'est un métier passion, c'est certain. Ouais. Il faut le faire avec le cœur. Hein. On peut pas. On peut arriver dans ce métier. Ça peut arriver.
d'être de passage et de le faire comme ça pour tester ou pas forcément pour les bonnes raisons. Oui, parce que tu viens pas là juste pour faire de l'argent. Voilà, non, mais on le fait. Si c'est la raison principale, il y a une sélection naturelle qui va se faire et tu tiendras pas. Ouais, c'est ça. Donc de toute façon, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire les bons choix pour les bonnes raisons. C'est un peu toujours ma phrase totem. Mais si tu le fais pour les bonnes raisons, ça va pas être simple. Mais oui, bien sûr, l'adrénaline, le dépassement de soi, et puis c'est un travail d'équipe. Moi, c'est ça que j'aime aussi. Faut pas oublier que la cascade, on n'est jamais seul. Un cascadeur n'effectue pas une cascade tout seul. C'est très rare. Ou alors c'est vraiment un truc très simple et il a besoin de personne. Mais c'est toute cette équipe derrière, tout ce travail en amont qui est intéressant et ce rapport à l'équipe et au fait que tu as des gens qui veillent sur toi, que tu veilles sur eux. C'est ça qui est beau aussi. Et ça, et au moment d'effectuer ta cascade, où tu sens que tout est prêt, et que tu as cette adrénaline qui est en train de monter et que tu vas tout donner, et que tu es hyper concentré, et que tu vois tous les gens avec qui tu travailles qui sont hyper concentrés aussi, qui sont là avec toi, tu es porté par un truc qui est super. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, tu peux dire que la peur, elle t'a accompagné à des moments ou pas du tout? Oui, non, bien sûr. Mais il faut avoir peur. Ça te sauve la vie. Sinon, on serait fou. Il y a un fou qui n'aurait pas peur. Évidemment, tu as une part de peur. Par contre, comme je disais, on ne fait pas ça n'importe comment. On est préparé, on s'entraîne. Donc, tu apprends à gérer ça. Et tu la gères parce que tu as une expérience et que tu as de la technicité. Mais tu as toujours, des fois, tu as des choses, comme là, je te disais tout à l'heure, la percu voiture, il n'y a aucune certitude que ça va bien se passer. Il n'y a pas de petite cascade, comme on dit dans notre jargon. Tu vois, moi, une fois, je m'étais ouvert la lèvre et je m'étais pété une dent, tu vois, alors que la même journée, je fais un saut de 17 mètres, qui était ma plus haute chute de hauteur à l'époque, et c'était la première fois, et je le fais 2-3 fois, et ça se passe super bien. Et puis dans la même journée, le régleur, Philippe, me dit, écoute, il me manque un gars, tu peux aller faire ça. Et je me faisais balayer par un acteur, et je tombais au sol. Sauf qu'il n'y avait pas d'arme factice. Et je tombe, et là, monte, et me retombe sur la lèvre, et je me pète une dent et la lèvre. Et je repars la bouche en sang avec ça, alors qu'avant, j'avais sauté de 17 mètres. Tu vois, et tu peux te faire des fois très très mal. Il peut arriver des gros accidents sur des trucs tout simples. Et c'est souvent sur des trucs tout simples parce qu'on pense que c'est simple. Donc on va aller vite. La production veut aller vite. Le réalisateur veut aller vite. Tout le monde veut aller vite. Et du coup, on ne fait pas attention. Et tu peux te faire très très mal. Alors qu'une grosse cascade, on prend le temps de faire les choses parce qu'on sait que c'est dangereux, quoi. Voilà. Alors, c'est ça que je voulais peut-être savoir avant de finir. C'est le danger pour toi. Donc, c'est un partenaire ou c'est une limite? Le danger, c'est les deux. C'est un partenaire, parce que des fois, c'est un danger mesuré. Tu vois, donc, c'est un partenaire quand c'est un danger mesuré. Est-ce que tu connais aussi... Il faut être très conscient de soi aussi, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir dire non, des fois. C'est important. Moi, ça m'est arrivé de refuser des cascades parce que je ne me sentais pas prêt. C'est complètement con de dire oui si on ne le sent pas. Hein. Donc, voilà. C'est là qu'on se fait mal, généralement. Bah, ouais, en général, à chaque fois qu'on se fait mal... C'est parce que c'était pas préparé. On a une petite appréhension avant, on se dit, on le sait. Je pense que mes collègues qui écoutent, généralement, quand on sait quand on va se faire mal, on se dit, bah là, il y a de fortes chances que je me fasse mal. Voilà. Donc, oui, c'est plus un partenaire, on apprend à gérer ça, en fait. Et tu m'as dit un partenaire ou un partenaire ou une limite? Une limite, et donc une limite aussi, parce que il y a un moment, si le facteur risque, et ça, c'est notre job qui veut ça aussi, est trop important, c'est là où il faut dire non, en fait. Que ce soit en tant que régleur ou cascadeur. C'est à toi d'évaluer ça. Et t'es là pour ça. C'est ton travail. Quels sont tes futurs projets? Je suppose que t'en as plein, ou tu dois avancer sur plein de choses. Oui, j'avance sur plein de choses. J'écris beaucoup en ce moment. Je développe un nouveau long métrage. Qui est, voilà, tu peux en parler un peu ou pas? C'est un peu tôt encore, mais en tout cas, c'est une belle... Moi, j'aime bien les duos. Tout ce que je peux dire, c'est que ça sera un duo, encore, comme Les Orphelins. Pas du tout la même histoire, mais un autre duo. Et un beau projet de série aussi. Et là aussi, je peux pas trop en dire, parce que c'est tout récent. Et en fait, pour rien te cacher, je suis sur 7 projets. Voilà. 7 projets? Ouais, j'ai un projet américain, on est en train de caster pour l'instant. Donc, si l'acteur dit oui, ça peut se déclencher très vite. Qui est un gros film de moto, un peu dans l'esprit de GT Max, mais différent, évidemment.
Et j'ai 2 projets de série et des projets de long métrage, mais 2 qui sont déjà écrits. Pareil, on essaie de voir avec les acteurs. Et ce projet que je développe, qui est mon nouveau bébé après Les Orphelins, quoi. Et puis on verra Les Orphelins. Il y aura peut-être une suite, on ne sait pas. On verra. Merci Olivier. Merci à toi.